qui pouvait bien négocier d'égal à égal avec l'Empire romain? C'est une question qui, on est d'accord, a de quoi surprendre. On a cette image de Rome, la superpuissance absolue, qui impose ses lois et ne discute pas. Et pourtant, c'est là que l'histoire devient intéressante. Aux frontières de son territoire immense, Rome n'a pas fait que combattre des barbares. Non, elle a trouvé des partenaires. Alors aujourd'hui, on va plonger dans les racines d'une puissance fascinante. Et franchement, beaucoup trop oubliée. La Confédération des Bakwates. Et c'est une histoire vraiment unique. Pourquoi? Parce que ces preuves, on ne les trouve pas dans de vieux livres, non. Elles sont là, sous nos yeux, gravées dans la pierre. Bon, pour bien comprendre de qui on parle, il faut d'abord se projeter, là-bas, aux confins du monde romain. On se trouve en Maurétanie tingitane, ce qui correspond au nord du Maroc actuel. Et attention, il faut tout de suite chasser de son esprit l'image d'un mur, d'une ligne inenfranchissable. Pas du tout. Il faut imaginer une frontière vivante, une zone de contact, poreuse, avec des échanges du commerce, mais aussi des tensions permanentes. Et c'est précisément là, à 2 pas de la riche cité romaine de Volubilis, qu'une autre puissance commence à émerger. Et cette puissance, ce n'est pas une sorte de légende ou un peuple mystérieux. Non, ce qui est assez fou, c'est que les plus grands géographes de l'époque les connaissaient et les plaçaient sur leurs cartes. Pensez-y, vers 150 après Jésus-Christ, le grand Ptolémée, une sommité, situe les Bakoutai juste au sud de la province romaine. Et 2 siècles plus tard, on les retrouve encore mieux localisés. Ce ne sont pas des fantômes, loin de là, ils sont bel et bien identifiés. Mais bon, les cartes c'est une chose, c'est un bon début. Mais la preuve la plus incroyable, la plus solide de leur importance, elle est ailleurs. C'est une histoire qui, et je pèse mes mots, est gravée dans la pierre. Et la voilà, la pièce maîtresse du puzzle, les autels de la paix. Alors attention, il faut bien comprendre ce que c'est. On ne parle pas d'arc de triomphe pour célébrer une victoire romaine, hein. C'est tout l'inverse. Ce sont des monuments, des stèles, construits pour une seule raison: commémorer des traités, des accords de paix, des discussions au plus haut niveau, ce que les Romains appelaient des colloquia. Entre qui? Entre les gouverneurs romains et les chefs des Bakwates. Cette inscription de l'an 175, elle est juste incroyable. Elle nous parle d'un traité en bonne et due forme entre le procureur romain, donc le représentant de l'empereur, et un homme, Eucmétius. Et son titre? Ce n'est pas chef barbare, non, c'est prince des Bakhiates. Le mot est crucial, prince. On ne parle plus d'un simple chef de clan. C'est la preuve formelle d'une négociation entre 2 entités politiques reconnues. D'un coup, l'histoire a un nom, un titre, un visage. Et ce n'est pas un événement isolé, un coup de chance. Cette diplomatie, elle va durer près de 150 ans. Et ce qui est encore plus parlant, c'est que même pendant la fameuse crise du IIIe siècle, une période de chaos absolu où Rome a failli s'effondrer, eh bien les traités continuent. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la relation avec les Bakwates n'était pas optionnelle pour Rome. C'était une nécessité, une absolue nécessité stratégique. Cette diplomatie, elle ne sort pas de nulle part. Derrière ces traités, il y a des hommes, des leaders, des stratèges. Alors, qui sont-ils, ces princes baconates qui ont tenu la dragée haute à Rome pendant si longtemps? Ce qu'on voit ici, ce n'est pas juste une liste de noms. C'est une véritable montée en puissance politique, une évolution. On a d'abord Euchémétus qui met en place le système, le modèle de base des traités. Ensuite vient Canarta, qui va plus loin. Il transforme de simples trêves en véritables alliances de long terme. Et puis, il y a Uvalanka. Lui, c'est le pur stratège. Il sent la faiblesse de Rome pendant la crise et il en profite pour étendre l'influence des Bakwates. On assiste à la naissance d'une véritable dynastie politique. Et c'est là que tout bascule dans notre compréhension de l'histoire. L'image d'Épinal des barbares qui tambourinent aux portes de l'Empire, elle vole en éclats. Ces inscriptions, elles ne nous parlent pas de pillards nomades, elles décrivent une entité politique organisée, une gens, on pourrait presque dire une nation, dirigée par des principes, des princes. Ce n'était pas une menace qu'il fallait écraser, c'était un partenaire avec qui il fallait composer. Forcément, ça nous oblige à revoir complètement notre vision de ce qu'était une frontière romaine. Maintenant, faisons un petit saut dans le temps. On avance, bien après la construction du dernier autel de la paix. On est maintenant vers 314. Ça fait déjà plusieurs décennies que l'administration romaine s'est retirée de l'intérieur du pays. Et pourtant, dans un document officiel de la bureaucratie impériale, la liste de Vérone, qui trouve-t-on? Les Mori Bakuets. Ils sont toujours là, classés comme un peuple distinct et important. C'est la preuve définitive, si besoin était, leur pouvoir ne dépendait pas de Rome. Il a survécu à Rome. Et tout ça nous amène logiquement à l'acte final de cette longue relation, le moment où l'équilibre des forces s'inverse pour de bon et où Rome fait ses valises. Alors, comment ça s'est passé exactement? Surtout, ne pensons pas à une défaite militaire, à une déroute. C'est beaucoup plus subtil.
Premièrement, l'Empire est miné par ses crises internes, il est surétendu, il ne peut plus tout gérer. Deuxièmement, et c'est le plus important, sur le terrain, les Bergerates sont déjà, de facto, les maîtres de la région. Donc quand l'empereur Dioclétien décide, vers 285, de retirer son administration sur la côte, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est juste la reconnaissance officielle d'une situation qui existait déjà. Et ça, c'est vraiment le point essentiel à retenir. Dans cette région du monde, l'Empire romain ne s'est pas effondré dans le chaos. Non, le pouvoir a été transmis de manière stratégique à la puissance qui contrôlait déjà le terrain. Ce n'est pas une histoire de chute, c'est une histoire de transition de pouvoir. Rome s'en est allée, c'est vrai. Mais pour les Bakouates, l'histoire était en fait loin d'être terminée. C'était même plutôt en commencement. Leur nom va évoluer, leur pouvoir va se transformer, et leur héritage, eh bien, il va refaire surface bien des siècles plus tard pour jouer un rôle clé dans l'avenir de toute la région. Mais ça, c'est une toute autre histoire.